Rien n'est impossible, rien n'est indépassable. Vraiment, s'il y a un des trucs que j'ai appris, c'est que rien n'est indépassable. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire. Je me suis toujours senti différent et je me suis toujours dit que j'allais avoir une vie différente. On arrachait tout le monde. À chaque fois qu'on arrivait dans une compétition, on était tellement certains, tellement sûrs de nous, etc. Quand tu pousses les gens avec un management de la terreur un peu comme ça, ils vont performer pendant un moment, mais pas un long moment. Bonjour Yannick Agnel. Et bonjour. Bienvenue sur Nouvelle École. Je suis vraiment hyper content de t'avoir parce que non seulement tu es, donc maintenant on peut dire que tu es ex-sportif de haut niveau, mais tu es le premier dans ce domaine à venir sur Nouvelle École. Et c'est un des thèmes que je voulais aborder depuis super longtemps. Et cool. En plus de ça, j'avais suivi tous tes exploits, donc vraiment je suis 100% content. Je vais faire un rappel parce que là, depuis 2 ans, on va dire, tu as changé d'activité. Mais en gros, tu as été double champion olympique à Londres en 2012, 200 mètres nage libre et 4 fois 100 mètres relais. Absolument. Et tu as aussi été double champion du monde en 2013 à Barcelone sur les mêmes disciplines. Exactement. Et en fait, il y a aussi plein d'autres titres, mais je vais pas faire le Wikipédia et la liste. Parchemin. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de titres. Ah, c'est gentil. Et depuis, tu as pris ta retraite internationale, ton sportive en 2016, après les Jeux Olympiques de Rio. Et en fait, depuis, tu t'es inscrit en économie-finance à Dauphine, c'est ça ? Ouais. Que j'ai arrêté depuis. T'as arrêté depuis ? Ouais. J'ai arrêté en janvier. Pourquoi ? J'ai arrêté pour de multiples raisons. Je vais pas m'étaler trop longtemps là-dessus. La première étant qu'en fait, je voyais les gens de mon âge qui sortaient de Dauphine, alors que moi, je commençais à peine. Et on avait le même âge. Et en fait, ils sortaient costard cravaté à la défense et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis trop bête. C'est vraiment pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'être ça plus tard. Ah non, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Tu n'y avais pas pensé avant d'entrer ? Si tu veux, j'ai démarché beaucoup d'universités en quittant le monde du sport de haut niveau. Et c'était l'université dont le discours m'avait le plus plu. En gros, c'était on t'intègre au cursus normal de Paris-Dauphine. Mais par contre, pas de complaisance, etc. Il va falloir cravacher. Et j'avais un petit peu besoin de ça. C'est-à-dire que pour fonctionner, c'est un peu étrange, mais je suis jamais dans la facilité. Tu vois, je me mets toujours un peu des contraintes, etc. Et il y avait cet aspect à moitié, sociaux, droit, éco, et puis l'aspect un peu plus mathématique qui me plaisait aussi. Et au final, c'était peut-être un peu trop vague et un peu trop, un peu trop scolaire sur théorique. Les premières années. Ouais, il y avait un petit peu de ça, peut-être un petit peu trop de théorie, ou en tout cas des théories qui me plaisait pas forcément, qui n'était pas mon cœur d'expertise, on va dire. Parce que tu avais arrêté, tu avais passé ton bac vers 2010, quelque chose comme ça. C'est ça. Et après, tu avais dû arrêter, parce qu'avec les JO de Londres, etc., tu n'avais plus du tout le temps. Non, c'est trop compliqué. J'ai essayé 2-3 trucs par défaut, mais à l'époque, ça n'existait pas vraiment, tout ça. Ça commence à changer. Post-bac, maintenant, on a beaucoup d'universités, surtout d'écoles privées, en fait, qui proposent des cursus pour les gens qui ont pas un développement lambda, on va dire. Je sais que notamment à Dauphine, ils ont un super truc en 4 ans pour une licence pour tous les gens qui sont, par exemple, jeunes entrepreneurs, artistes. Il y avait Petit Biscuit dans la même promo que moi d'ailleurs, ou sportif de haut niveau donc. Et voilà, je crois que ce genre d'initiative, ça fait vraiment avancer à la fois les gens et les mentalités en général. Pourquoi ? Parce que fut une époque où j'arrive en cours avec les cheveux mouillés, où on me mettait des zéros parce que j'avais les cheveux mouillés, quoi. Ah ouais? Ouais. Donc en fait, il y avait presque une impossibilité de mener tes études dû au système. Quand les gens pensent que c'est impossible, le système verrouille. Le système se verrouille et du coup, après, c'est compliqué pour les gens de créer une voie, surtout quand t'as 15 ans, 18 ans, 20 ans. Même maintenant, si je vais voir les plus hautes instances de l'État avec ma tête de bébé et tu sais, pas sans les tempes grisonnantes et tout, il y a un manque tu vois, parfois de légitimité. Ça paraît étonnant, mais ouais. Donc ouais, je crois qu'il y a vraiment à bosser là-dessus.
mais c'est en cours. Parce que pour toi, c'était super important de faire des études en plus, il me semble. Ouais. C'est important d'avoir un équilibre en fait. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Il y a des gens, voilà, chacun sa personnalité. Il y a des gens qui s'en sortent très bien à 100% dans le sport, etc. Je sais que, en tout cas, les moments où j'ai le plus performé en natation, c'est les moments où j'avais cet équilibre-là, où je pouvais me sortir la tête de l'eau, pour faire une blague un peu nulle. Mais c'est marrant parce que je faisais des recherches sur toi et j'ai lu plein d'articles, etc. Et je pense que vraiment 95% des articles ont des titres avec des calembours. Ouais, je fais des blagues. Tu sais. Ouais, mais non, pas toi, c'est les journalistes qui font les. Non, ça c'est un sport national. Ouais. C'est les unes de l'équipe. Ouais, les unes de l'équipe, s'il n'y a pas une blague. Mais les unes de l'équipe, encore, parfois ils se donnent du mal, alors que tu as plein d'autres journaux où vraiment ils vont utiliser le mot plouf ou tu vois, le pétard mouillé ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. J'espère qu'il n'y en avait pas trop comme ça sur moi. Non. Quand tu dis que tu recherches la contrainte dans tes études, c'est parce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des universités ou des gens qui te proposaient des choses un peu plus complaisantes, justement? Ou ça aurait été quoi la facilité, justement, pour toi? La facilité, peut-être d'intégrer, la facilité, entre guillemets, parce que ça demande quand même du boulot, mais d'intégrer un master exécutif, j'en sais rien, moi, dans une grande université ou une grande école en France. Ça, c'était des choses qui étaient possibles? Oui, c'était possible. Non, c'est pour ça que je dis, il y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses qui ont évolué dans la mentalité vis-à-vis du sport de haut niveau, ou en tout cas des gens qui ont un cursus un peu différent. Parce que les gens considèrent maintenant, et à raison, que c'est une richesse en fait qui est apportée, que ce soit au monde de l'entreprise, j'en sais rien, à l'administration ou à la société en général. Parce qu'aux États-Unis, depuis très longtemps, je crois que les choses sont très aménagées pour les sportifs, non? Oui. Trop même parfois. Ah ouais. Pourquoi trop? Parce que là, c'est même plus de la complaisance. C'est on vient, on valide et puis voilà quoi. Parce que tu as été en plus aux États-Unis pendant quelques années. Alors j'y étais, mais j'ai pas été là-bas en université. Par contre, j'avais tous les Américains qui s'entraînaient avec moi ou presque, qui étaient universitaires. Et parfois, j'étais très étonné d'apprendre qu'en fait, il y en avait qui étaient à Brown, à Stanford, enfin, quand même des universités de renom, quoi. Pourquoi t'étais étonné? Parce que je me disais, dans ma petite tête de français, que c'était pas possible de faire les deux à la fois, et je me demandais comment est-ce qu'ils arrivaient à allier les deux, quoi, tout simplement. Et tu leur as demandé ou... En fait, tout le système est fait pour qu'ils puissent allier. Ils sont très mobiles, en fait. En France, c'est pas que le système éducatif, en fait, qui a un problème. C'est aussi le système sportif. En France, on a un truc qui a double tranchant. Quand ça marche très bien. Quand ça marche pas, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'on est un peu exclusif avec l'entraîneur et avec le club. En France, c'est comme ça. Quand on a un club, voilà, on fait partie de ce club, on a cet entraîneur, on l'a pour 10 ans, etc. Aux États-Unis, en fait, je me suis rendu compte que la plupart des nageurs que je côtoyais, ils avaient un coach de club dans lequel ils ont commencé, puis un coach universitaire à l'autre bout des États-Unis, parfois même un autre coach, j'en sais rien, moi, en équipe des États-Unis ou quoi que ce soit. Et en fait, ils n'arrêtaient pas de faire des allers-retours entre ces différents points de chute à différents moments de l'année pour s'entraîner, et ils n'hésitent pas à bouger en permanence. Et il y a moins cette notion d'exclusivité et plus une notion très américaine, tu sais, un truc un peu libéral, quoi. Là-bas, je suis parti là-bas. J'ai lu un ou deux articles assez assassins sur Yannick part là-bas parce qu'il a envie de gagner de l'argent, etc. J'ai perdu la moitié de ma thune à partir aux États-Unis, et je fais le lien avec ça parce qu'en fait là-bas, quand tu pars t'entraîner là-bas, tu payes l'entraîneur. C'est-à-dire que c'est toi qui vas payer l'entraîneur. Et en gros, tu payes pour un service, pour un résultat. Et un truc que j'ai jamais dit nulle part. Donc mon année s'est passée comme elle s'est passée, avec pas les résultats attendus quand j'étais aux États-Unis. Bob Bowman, qui était mon entraîneur de l'époque, m'a dit à la fin de l'année, il n'y a pas eu les résultats, tu comptes pas renouveler l'année prochaine, je te rembourse. La classe du mec, quoi. Ah ouais. La classe du mec. Ouais. Enfin, c'est un truc incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, enfin, en France, c'est un truc. On n'a pas vraiment le même rapport, la même notion d'argent, de contrat, d'humain. Enfin, c'est assez particulier. Sans dénigrer. T'as ressenti un tabou avec l'argent en France quand t'as commencé à avoir des victoires, etc.
Parce qu'en plus, on n'est pas sur les échelles. Ouais, voilà, c'est ça. On n'est pas sur des échelles de joueurs de foot en plus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais en France, tu sais, je crois que chaque pays a son tabou. Bah là, c'est un truc un peu, ça fait discussion de comptoir, mais c'est un peu vrai. Je crois que chaque pays a son tabou. En France, le tabou, c'est l'argent. Tu vas jamais demander à quelqu'un, et toi, tu gagnes combien, en fait? Voilà, c'est pas le cas. Aux États-Unis, l'argent, c'est pas tabou, mais par contre, ce qui va être tabou, je pense que c'est le sexe, par exemple. Tu vois? Beaucoup plus qu'en France. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc voilà, après, chaque pays a sa culture, sa façon de Parce qu'on en reparlera plus tard, on y reviendra, je pense, plus tard, mais en France, donc tu dis qu'aux États-Unis, toi, tu devais payer ton coach. Alors en France, ils sont payés sur le résultat, c'est ça? Ça se passe comment? Ah non, on est payé dans un club par mois, par exemple. Ah, donc un coach en France est payé par le club, c'est oui, ça? Absolument. D'accord. Absolument. Et du coup, vu que tu as arrêté Dauphine, tu sais ce que tu vas faire? Ben justement, c'est un peu le souci en ce moment. Enfin, le souci. C'est un souci, c'est une problématique de riche, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toutes les opportunités devant moi et il faut que je choisisse et il faut que je m'y mette. Et alors là, je suis plutôt en phase, choix, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pas forcément évident parce qu'en fait, quand tu as été téléguidé toute ta vie, tu sais, à avoir un objectif en fait, à un mois près ou dans 2 mois, 6 mois, 1 an, 4 ans. Pour des Olympiades, tu te poses jamais la question. Tout est amené sur un plateau en permanence et tu as toujours un objectif lointain. Et d'un coup, de façon abrupte, puisque même si j'étais préparé psychologiquement, on va dire que professionnellement en tout cas, j'avais rien préparé. Je m'étais dit bon bah je vais reprendre des études. De toute façon, j'avais 24 ans quand j'ai arrêté. Je me suis dit c'est le bon moment. Je l'aurais pas fait si j'avais eu 30 ans ou plus de 30 ans. Mais c'est vrai que du coup, d'un seul coup, c'est abrupt et il y a plus rien. Il y a tout et rien à la fois en fait. Et il faut se concentrer sur un truc. T'as l'impression que tu dois choisir pour toute ta vie là? Non, non. De toute façon, je pense pas que j'en serais capable. J'ai besoin d'expérience, de trucs forts et différents. Parce que le fait d'avoir vécu des choses fortes justement au très très haut niveau pendant longtemps, tu crois que maintenant c'est plus possible d'avoir Est-ce que c'est ça qui t'a un peu effrayé aussi dans le côté costard-cravate? Ouais, peut-être. Peut-être parce que j'ai pas l'impression d'être fait pour une vie monotone, on va dire, routinière. C'est sûr qu'après tout ce que j'ai vécu, je suis conscient du fait que, si tu veux, à part faire cosmonaute ou président de la République, au niveau des sensations, tu vois, ça va être compliqué. Et comme j'ai pas prévu de faire ni cosmonaute ni président de la République, bon bah voilà, il va falloir retrouver une vie un peu plus calme, on va dire, peut-être un peu moins rythmée. Mais ouais, je suis vraiment dans cette phase d'exploration. Alors j'ai un autre problème, c'est que je suis curieux de beaucoup de trucs, et donc il va falloir que j'exorcise entre guillemets, tu sais, chaque sujet un à un. Et donc voilà, là mon prochain sujet, par exemple, c'est je me demande si je vais pas partir pendant un semestre, voire plus, pour apprendre le mandarin voilà, en Chine. Tu avais déjà appris le russe, je crois. Alors attends, c'est un truc qui est parti dans beaucoup de médias. Ah ouais, alors c'était pas... Ok, d'accord. Absolument pas. J'adore la Russie, j'adore la littérature russe. J'avais juste appris l'alphabet cyrillique, histoire de pas trop être paumé quand tu te retrouves dans ce genre de pays, tu vois, de pouvoir lire. Mais alors, entre lire et comprendre, il y a une différence, tu vois. Et tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast. C'est que quand je suis sorti de mes études, je me suis dit, mais vraiment, qu'est-ce que je vais faire? J'avais l'impression que je pouvais choisir absolument ce que je voulais, mais aucune idée de ce que j'allais faire, quoi. Et en plus, il y a vraiment, pareil, il y a énormément de choses qui m'intéressent. Et mais je trouve que c'est plutôt une chose positive, tu vois, au fil du temps, quoi. Complètement. Tu t'es pas dit que tu pourrais faire, là on parlait d'intensité, d'expérience, comme par exemple Florent Manodou qui fait du handball et qui du coup a juste pris un autre sport, quoi. Ouais, alors j'ai un gros problème. Ma différence par rapport à Florent, c'est que si tu veux, Flo, lui, il est doué sur terre. Moi, on m'a foutu à la flotte parce que j'arrivais pas à marcher, quoi. C'était compliqué de courir plus de 500 mètres. Donc peut-être un truc, je sais pas, moi, aquaponer, un truc comme ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que non, je pourrais pas. Mais là, par contre, ouais, j'ai repris mon abonnement à la piscine à Paris, donc je vais peut-être refaire quelques longueurs histoire d'arrêter la grossesse, parce que là, tu sais, de te lever le matin et de plus voir les abdos, ça fait bizarre. Ah, c'est vrai, tu prends du Ouais, ah bah oui, forcément. J'ai pas le même comment dire, j'ai pas le même appétit ni les mêmes repas que quand j'étais sportif de haut niveau, donc ça va, en quantité j'ai largement baissé, et en qualité je me suis largement amélioré aussi, mais il n'en reste pas moins que quand tu fais rien. C'est quoi les repas quand tu es sportif de haut niveau? Ça m'intéresse beaucoup, ça.
Alors il y a un truc que j'ai pas trop dit quand j'étais en exercice, mais je suis pas le comment dire, j'ai pas été un chantre de la nutrition, si tu veux. C'est vrai que moi tous les matins c'était du Nutella et puis c'était souvent McDo quoi. Souvent McDo. Ah ouais, ouais, je te jure, je te jure. Quelle fréquence Je te jure. Beaucoup de fois par semaine. Ah ouais. Ouais, franchement beaucoup de fois par semaine. Mais c'est hyper rassurant pour ça, je trouve. Ouais, en fait on brûlait tellement les calories que c'était pas un problème si tu veux. Et c'était de la nourriture pour moi qui arrivait rapidement. Pas de qualité, certes, et je te dis pas que je le faisais à n'importe quelle période de l'année non plus. Hein, il faut pas se mentir, quand on est en période critique, c'était plus riz d'Inde et haricots à la limite que McDo. Période critique, c'est quelques jours avant une compétition. Ouais, quelques jours, quelques semaines avant une compétition. Mais c'est vrai qu'après le restant de l'année, ouais, moi c'était, j'ai un souci avec la malbouffe, quoi. Vraiment. C'est toujours là? Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est un truc, ça a été un running gag pendant des années. Si tu veux, j'ai pas le droit, et puis j'avais pas le droit non plus, si tu veux, je pensais que j'avais pas le droit pour les gamins de dire ah ben non, mais allez-y, mangez McDo, vous faites des jarres entières de Nutella. Vous pouvez devenir champion olympique. Ouais, c'est ça, vous pouvez devenir champion olympique, quoi. J'en ai rien à foutre. Non, non, tu peux pas y aller comme ça. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que j'ai d'ailleurs un souvenir avant mon record du monde. Alors ça devait être à Angers en fin 2012, je crois, un truc comme ça. J'avais mangé 3 fois McDo d'affilée avant des championnats de France. Il y a 3 jours de suite. Ouais, 3 jours de suite. Et je m'étais dit, mais genre, c'est rageant, quoi. C'est rageant. J'espère que les mecs derrière, ils font pas, tu sais, ils ont pas un diététicien, un truc, parce que des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment que je me calme. Tu penses que ça le faisait parce que tu étais très jeune? Et est-ce que sur le long terme, c'est quelque chose qui peut handicaper? Ou tu penses que tu brûles tellement de calories? Oui. Ah ouais? Non, c'est handicapant. Évidemment que c'est handicapant. Parce que j'ai l'impression que quand je regarde des types comme des sportifs de haut niveau qui sont à un niveau dingue encore à plus de 30 ans, des Zlatan Ibrahimovic et compagnie, je me dis que j'ai l'impression qu'ils mangent que des haricots quoi, toute la journée. Mais c'est une réalité. Parce qu'à un moment donné, ton corps te dit stop. Dans un tout autre domaine, ça m'étonnerait que les Rolling Stones fonctionnent encore comme quand ils avaient 20 ans. Quoi. Ouais. Tu vois, à mon avis, ils sont plutôt à l'eau. Et je dis pas qu'ils font un footing tous les matins, mais il y a un moment donné, ton corps vieillit, il faut en prendre soin autrement. Et c'est vrai qu'il y a un petit ajustement à faire. Je l'aurais pas fait pendant des années parce que c'est délétère tout simplement pour ta santé. Mais j'ai vu des gens comme Bolt. J'ai un souvenir de Bolt en 2012. Quand on est sportif en fait et qu'on est au jeu, on a accès, si tu veux, au site d'entraînement et d'échauffement des autres sportifs. Et donc en fait, t'avais le gros centre. Le gros stade d'athlétisme où il y avait la compétition, et juste à côté de ce stade, on avait un petit où tu avais tout le monde qui courait. Donc tu avais les Kenyans qui étaient, tu sais, en file indienne en train de faire 800 bornes autour du truc, et au milieu du petit stade, tu avais Bolt qui était en train de bouffer des nuggets, quoi. Ah ouais? Ah ouais, il était assis en tailleur et il mangeait ses nuggets. Normal, quoi. Donc c'est vrai que après, si tu veux, c'est pas forcément, oui, tout compte. Et bien sûr que le professionnalisme compte dans le sport, mais il y a un truc qui compte par-dessus tout, je crois, c'est quand tu crois que tu fais un truc bien, tu sais, c'est un peu le Morpheus, quoi. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait, tu vois. Et c'est vraiment ça, quoi. Quand tu es persuadé que c'est la meilleure manière et que rien peut t'arriver, parfois, franchement, ça vaut 1000 repas bien préparés. Le mental, tu veux dire? Enfin, la confiance en soi? Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu avais naturellement, ça? Ouais, depuis toujours. Ouais. Depuis que tu es petit? Ouais. Tu penses que ça devient d'où? Je sais pas. Peut-être de mon éducation, peut-être de moi tout court. Je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Parce que c'est intéressant, je trouve, ces questions de quelle est la part d'inné, quelle est la part de. Par exemple, il y a souvent des gens qui disent oh, mais moi, je pourrais pas faire ça, j'ai pas le talent, tu vois. Et je me demande parfois dans quelle mesure est-ce que le talent existe, le côté inné du talent, ou est-ce que c'est vraiment que du travail? Non, il y a une grosse part de talent. Tu crois qu'il y a une grosse part de talent, d'inné, quoi. Quand tu es au plus haut niveau, oui. Pour avoir croisé des mecs comme Michael Phelps et m'être entraîné un petit peu avec lui, c'est sûr. Tu crois que tu pourrais travailler toute ta vie et que ce type-là nageait pas pendant 2 semaines, revenait à l'eau et c'était Poséidon, quoi. Mais vraiment, c'était incroyable. C'est incroyable. Et ça, ça fait pas tout, certes, parce que tu vois, entre 2004 et 2008, il n'y a pas un jour où il s'est pas entraîné. Donc c'est 8 médailles d'or. Pas un jour. Pas un jour. Pas un jour. Pas un dimanche, pas un jour férié, pas rien.
Il n'y a pas un jour où il s'est pas mis à l'eau et il a bossé comme un fou. Donc ça vient pas de nulle part aussi. Si tu veux, c'est vrai que le talent sans rien d'autre à côté, ça donne rien. Mais c'est vrai que quand tu tombes sur des monstres de la nature comme ça, tu te dis bon bah ouais, ok, super. Mais ça veut pas dire que ça soit pas indépassable. Rien n'est impossible. Rien n'est indépassable. Vraiment. S'il y a un des trucs que j'ai appris, c'est que rien n'est indépassable. Comment t'as appris ça? Bah écoute, je vais te raconter un truc tout bête. Tu sais, on parle beaucoup et à raison, hein, de dopage, etc. dans le sport. Et en fait, mes parents m'ont bassiné depuis que j'étais gamin avec ça, en me disant, mais en gros, si tu dois faire premier en te dopant ou deuxième sans te doper, qu'est-ce que tu préfères? Et j'ai dit, mais évidemment en deuxième. Tu vois, je préfère me regarder dans une glace le matin et être fier de ce que j'ai accompli. Tu vois. Et bref. On est quand même un peu bassiné avec ça en France et on a toujours cette suspicion, légitime ou pas, hein, du sportif un peu dopé, machin. Et en fait, je suis arrivé aux Jeux Olympiques et je me rappelle, j'ai vraiment un flash quand je touche la plaque à la fin du 200 mètres et que je fais champion olympique. Un des premiers trucs qui me vient à l'esprit, c'est ah ouais, mais on peut le faire sans être dopé, quoi. Ah, tu t'es dit ça? Ouais. Je me suis dit, mais attends, on peut le faire sans être dopé, c'est possible. Attends, s'il faut arriver à en être champion olympique pour être certain que il y a un moment donné, il y a un problème, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en être certains, surtout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et si je me dis, moi, en tant qu'athlète de haut niveau et tout, j'ai besoin de ça pour avoir la certitude que tu peux y arriver. Et à raison, puisqu'en plus, les deux derrière moi se sont fait choper. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, à ce moment, il y avait de fortes suspicions sur. C'était des coureurs asiatiques, je crois. Ouais. Qui un peu été sortis de nulle part, quoi, finalement, 1 ou 2 ans plus tôt, non, après les JO de Pékin, en fait. Oh, pas de. Oui, voilà. Ouais, ça fait quand même 4 ans. Ça faisait 4 ans plus tôt, tenir 4 ans en natation, c'est disons qu'il y avait plein de nageurs et plein de coureurs qui étaient arrivés, quoi, d'un seul coup. C'est vrai. Bah, il y en a toujours. C'est-à-dire que la natation, c'est quand même un sport qui a la chance d'être assez global, quoi. Donc il y a toujours des gens qui sortent de derrière les fagots où tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Il faut toujours être vigilant, c'est sûr. Mais après, voilà. Non, c'était juste l'anecdote. Ouais, très bien. Et après ça, tu te dis vraiment, tout est faisable, quoi. Ouais, c'est ça. Tout est faisable. Bon, si tu veux, j'en ai jamais douté. Alors c'est le truc. C'est un peu pédant et un peu. Non, égoïste, ça c'est vraiment intéressant. Mais j'en ai jamais douté. Et je me martelais dans ma tête quand j'étais en chambre d'appel, etc. Tu sais, tu te martèles le truc. Mais je suis le meilleur. C'est quoi la chambre d'appel? C'est juste avant le. Alors, la chambre d'appel, c'est un endroit, c'est une sorte de pièce close où tu te retrouves avec tous les mecs de la finale. Donc ça sent la testostérone. Je t'explique même pas. Tu vois, les mecs se tapent un peu sur les pecs, etc. Enfin, et ils vous parquent tous dans une petite pièce. Ouais, il y a une toute petite pièce. Ah ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un truc qui se passe là entre les... Ouais, complètement. Alors j'avais un truc, c'est que moi je mettais des chaussures avec des talons hauts au maximum, tu vois, et je me grandissais, tu vois, pour jouer un peu à l'intox. En mode je vais t'éclater, tu vois. Non, c'est tout con, tu vois, c'est des petits trucs comme ça et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se jouent dans cette chambre d'appel et vraiment il y aurait beaucoup à en dire et j'ai des souvenirs très forts de chambre d'appel, à la fois relax et à la fois complètement stressantes. Qu'est-ce que tu as comme anecdote qui te reviennent de j'en ai beaucoup. Il y en a une, celle juste avant le 4x100, donc à Londres. Donc là, il y a beaucoup de monde, hein. Donc ça fait 4 nageurs fois 8. Et on était parti, si tu veux, un peu en outsider. On s'est dit, bon, il y avait les Américains, les Australiens, peut-être les Russes. Voilà, on a notre truc à jouer, mais il faut pas se prendre la tête. On se prend pas la tête, c'est que du fun. Voilà. Et en fait, on était parti là-dessus, et on était 4. Et un peu comme un mantra, si tu veux, on n'arrêtait pas de le répéter, ça. On n'arrêtait pas de répéter, allez, pas de prise de tête, que du fun, pas de prise de tête, vas-y, relâchez, machin. Et je me souviens de Clément Lefer, donc, qui était un des relayeurs et un ami proche, on s'entraînait ensemble à Nice, qui lui, enfin, si tu veux, c'était sa première, c'était notre première finale olympique. Et j'ai un souvenir de lui sur la chaise, stressé comme pas possible, mais livide, vraiment. Et donc, on était tous autour de lui, tu sais, à essayer de le booster, en lui disant, allez, c'est pas grave, en lui tapant sur l'épaule, allez, c'est pas grave, on va y arriver. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et au final, c'est vrai qu'on n'a rien eu à perdre et plutôt à gagner, quoi. Donc, ça s'est bien passé et il a fait la meilleure course de sa vie là-dessus, quoi. Ouais, vous aviez battu les Américains. Et ouais, je me rappelle d'un autre truc, donc c'était en 2013.
à Barcelone, finale du 4x200, je crois. C'était le 4x200 ou le 200, je sais plus. Et là, tu as Sun Yang, qui est donc un nageur chinois qui a gagné voilà, de multiples titres mondiaux et olympiques, qui vient me voir, qui me prend dans ses bras et il me fait KO Americans, KO Americans. Attends, j'ai même pas compris, je crois. Et en fait, il voulait juste battre les Américains. Il voulait qu'on se mette ensemble et qu'on batte les Américains. Et toi, tu te dis quoi quand tu es tout seul? Parce que juste avant, tu avais commencé à me dire ça, quand tu es tout seul dans cette chambre d'appel. En fait, tu sais, j'ai un peu le truc à la méthode Coué, tu vois. C'est je suis le meilleur, je vais les massacrer, je suis le meilleur, je vais les massacrer, tu vois. Jusqu'à avoir une tête vraiment énervée, tu vois, de méchant, que ça se ressente, tu vois. C'est le pouvoir de se persuader soi-même, c'est ça? Ouais. Alors chacun a son truc. Alors t'en as beaucoup qui sont concentrés vraiment en eux et qui écoutent de la musique pour se créer une bulle, tu sais, un peu protectrice et vraiment de concentration, etc. C'est un truc que j'ai fait aussi. J'ai un peu tout fait. Un peu tout fait, je crois, dans ce genre de moment. Mais c'est vrai que ouais, cette espèce de méthode Coué là, a plutôt pas mal marché. Pour moi, c'était quand je voyais Bolt à la télé faire le pitre devant le plot, je me disais mais c'est pas possible quoi. Comment il arrive à faire un truc pareil? C'est ça. Alors que c'est sa manière à lui, si tu veux, de se concentrer. Mais c'est vrai que pour moi, c'est compliqué quoi. C'est vraiment compliqué. C'est une méthode que tu appliques à d'autres zones de ta vie maintenant ou... Ouais, j'ai appliqué ça à Dauphine. Ouais, c'est vrai. Ouais, avec plus ou moins de succès. Plus pour de les succès partiels, par exemple je suis pas allé jusqu'au partiel, mais on avait beaucoup, tu sais, de TD, de TD, de contrôle continu. Et ouais, ça a bien marché. Écoute, hein, j'étais bien content. Et tout à l'heure, on parlait un peu de tes parents, etc. Moi, ce que je voulais savoir, c'est à quel moment tu comprends ou tu décides que tu vas tout mettre dans la natation, que tu vas nager à fond et devenir un vrai nageur professionnel? Bonne question. Parce que tu dis, on m'a mis dans l'eau. Je vais refaire un peu l'historique, si tu veux. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont super bien éduqué. Déjà, qui m'ont donné une éducation en or et qui ont été très sportifs, en fait, toute leur vie, qui continuent à l'être et qui m'ont donné ce goût du sport. Et il y a un moment donné, donc mes parents habitent dans le sud, à Nîmes. Ils faisaient construire leur maison et puis ils ont eu la chance de faire construire une piscine. Et il a fallu que j'apprenne à nager, si tu veux, pour éviter de me noyer et tout ça. Et donc on est allé au club de Nîmes, le Nautique Club Nîmois, il s'appelle, pour faire passer des tests. Et j'avais un petit copain à moi qui était dans la section compétition. Donc on m'a posé la question, si tu veux, loisir, compétition, qu'est-ce que tu choisis? Et bon, l'œil du tigre, tu vois. Bon, compétition. En plus, il y a mes potes là-bas. Donc déjà, t'aimais la compète? Ouais, complètement. Et en fait, j'ai eu la chance que à chaque fois, tout se passe bien. C'est-à-dire que dès la première compétition, c'était je crois que c'est un 25 mètres en crawl ou en dos, un truc comme ça, tu sais, où tu as ton petit certificat, machin. Et en fait, si tu veux, dès la première compétition, j'ai eu la chance, j'ai gagné, en fait. Peut-être que si j'avais terminé 13e ou quoi, ça m'aurait dégoûté. Je me serais dit, bon, écoute, c'est pas grave, je vais passer à autre chose, tu vois. Tu crois que ça démarre un effet boule de neige comme ça? Écoute, en tout cas, ça a été le cas. Et ça a été du pâté de maison, au départemental, régional, national, voilà, quand tu es en junior, etc., puis jusqu'au plus haut niveau. Là où je me suis vraiment dit que ça allait être un peu plus sérieux, il y a eu ce premier truc quand j'avais 8 ans où je regardais, donc c'était les JO de Sydney, et tu avais Yann Thorpe, Peter Van Den Hoogenband, etc. Oui, j'ai regardé ça là aussi, donc, avec mon père. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, pareil, j'étais avec mes parents qui regardaient ça toute la journée. Et à l'époque, je me suis dit, mais j'ai envie d'être là. J'ai envie d'être dans la boîte, dans la télé. J'ai envie d'être là et je veux être champion olympique. Mais tu sais, comme tout gamin dirait, j'ai envie d'être médecin, archéologue, astronaute, peu importe. Ouais, la différence, c'est que tout gamin finit pas champion olympique. Et justement, et donc ça a commencé comme ça, dans un petit coin de ma tête, et ça, c'est vraiment, je me suis vraiment posé la question quand j'avais, je pense, 15 ans. À 15 ans, en fait, je me suis retrouvé à Nice à 14 ans, si je dis pas de bêtises, ouais, 14 ans. Et à partir de là, si tu veux, derrière, je me suis plus posé de questions. Je me suis dit, bon, ça fonctionne bien. Quand tu gravis chaque échelon et qu'à chaque échelon, tu as la chance de casser des records, tu vois, de glaner tout plein de médailles, d'être sur le haut de la boîte, puis de commencer à représenter la France, etc. T'avais l'impression que c'était facile?
Ouais, Pas naturel, tu forcément viens de dire facile. naturel. Pas forcément facile, mais en tout cas, c'est naturel. Je me posais pas la question de est-ce que je vais faire ça ou pas. J'ai eu un gros moment, j'ai eu beaucoup de moments compliqués dans ma carrière. Euh, et il y a eu un moment donné où j'ai hésité, juste avant de passer le bac, savoir si j'arrêtais après le bac ou pas, pour aller aux États-Unis et voilà, étudier dans une université. Je regardais tu sais, les tout premiers MOOC trucs de la Ivy League. Alors tu devais avoir Harvard qui balançait des trucs, tu vois. Et je regardais ça avant d'aller à l'entraînement le matin. Mais bon, ça m'a pas beaucoup servi. Ouais, moi, j'ai fait beaucoup de MOOC que j'ai arrêté aussi, de toute façon. C'est intéressant parce que, donc, du coup, j'ai l'impression ce qui fait que tu arrives à finir champion olympique, si on prend toutes les étapes, c'est qu'à chaque étape, bah, tu as un supplément de confiance du fait que ça devient un peu naturellement ou que tu y arrives en tout cas. Quoi. Mm. Ça fait un peu comme tu as fait de la finance, donc ça fait un peu, tu sais, l'effet compounding, tu sais. Ouais. Bah, enfin, je sais pas comment on appelle ça en français d'ailleurs. C'est L'effet une bonne boule de question. neige peut-être, tu vois. Oui, oui. Mais le fait qu'à chaque fois Absolument. ça fonctionne fait que du coup tu reprends un avantage bien sur les sûr. autres personnes. Je sais plus quel rugbyman célèbre a sorti ça. Il disait que la confiance se gagnait par goutte et elle se perdait par litre, ou un truc comme ça. Et c'est assez vrai en fait. C'est un truc qui met des années à se construire. Des années à se construire. Vraiment. Ouais, dans un sens, quand tu arrives et que tu gagnes et que tu es champion olympique, tu es presque une des seules personnes au monde capable d'être champion olympique. Quoi. Parce que tu as accumulé Ouais, cette complètement. confiance, etc. En fait. Ben, c'est ça. Le truc, c'est qu'en fait, les gens souvent voient une minute de course, même pas, pour certaines courses. Et au final, pensent que ça se fait parfois dans l'instant, etc., qu'il n'y a pas d'atermoiement, d'aspérité, alors qu'au final, c'est un truc qui se crée sur des années. Des années. Ouais, c'est un peu la fameuse histoire de Picasso qui dessine un truc sur une nappe et je crois qu'il y a une serveuse qui vient lui dire Ouais. je peux vous acheter ça et il dit ouais c'est 60 000 balles ou un Ouais, truc ouais. comme ça et elle lui dit mais vous l'avez fait en 10 minutes et il dit non mais je l'ai fait en 60 ans un truc comme Ouais, ça. oui, c'est ça. Ouais, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Non, mais c'est vrai que, bon, bah, voilà. Fier de ce que j'ai pu accomplir parce que ça en fait des heures d'entraînement hein, un cycle un peu long, un cycle un peu de travail, c'était entre 6 et 8 heures d'entraînement par jour. Ouais, alors parlons-en de ça. C'est comment ça se décompose? Parce que moi, je me dis, mais entre 6 et 8 heures d'entraînement par jour, mais comment c'est possible? En général, J'arrive on même pas à commence rester tôt, concentré 3 heures sur le même truc. Ah, bah si, chacun son corps de métier, chacun son expertise, tu vois. C'est une fatigue différente de quand t'es élève, tu vois, quand t'es assis sur ta chaise et tout, mais c'est compliqué quand même, tu vois. Tu sors d'un truc de 8 heures de cours, t'as une certaine fatigue nerveuse aussi. Ouais, mais Bon, là, c'est vrai que c'est physique. comment ça se décompose, par exemple? On commençait la journée le plus souvent à 7 heures du matin. Donc voilà, de 7 heures à 9 heures ou un peu plus, on s'entraînait dans l'eau. Donc tu as bien évidemment les étirements avant, enfin l'échauffement avant, qui dure 15-20 minutes. Après, tu fais ton entraînement de 2 heures, 2h15, 2h30 parfois. Derrière ça, tu as des étirements obligatoires pour prévenir les risques de blessures, etc. Derrière, souvent, musculation, on va dire 3-4 fois dans la semaine, pendant 1 heure, une petite heure. Mais vraiment une musculation appliquée à ce qui peut être utile dans l'eau au final. Ensuite, tu rentres, tu dépéris sur ton canapé. Ouais. Tu manges, la sieste, ultra important. Je crois qu'il n'y a pas un nageur qui fait pas la sieste, c'est pas possible. Donc il y a quand même une petite sieste dans Pourquoi l'après-midi. est-ce qu'elle est importante comme ça? Bah, pour te régénérer, parce que sinon c'est pas possible. Enfin, c'est très compliqué de le faire sans sieste. Et ça dure combien de temps une sieste? Ça peut aller de 30 minutes à 1h30, mais en général pas plus d'1h30, ça fait beaucoup. Hein. Déjà 1h30, ça fait beaucoup. Et ensuite, tu as la deuxième session qui est dans l'après-midi ou en soirée et qui fait pareil en comptant l'échauffement, l'entraînement lui-même qui va durer entre 2 heures, 2h30, plus la récupération, tu arrives rapidement à plus de 3 heures. Quoi. Attends, du coup, ça doit être en effet très très compliqué d'étudier à côté, mais tu veux dire, à partir de quel âge ça devient comme ça? Bonne question. Bonne question. Ça, en fait, ça dépend du niveau d'études aussi. Si tu veux. Ouais, mais toi, t'avais un niveau normal. Tant que j'avais le lycée, il faut aussi te dire que je faisais quasiment la même chose, avec peut-être un peu moins de séances de musculation, mais j'avais 2 séances par jour, sauf peut-être le mercredi, je devais en avoir une. 2 séances par jour, avec les cours au milieu. Donc il y a des TP de chimie, des trucs comme ça, je les ai absolument pas suivis. Hein. J'ai fait des hippos en cours. Je suis rentré chez moi, on me disait des hypoglycémies, tu des hypoglycémies. Ah ouais. Tu me dis mais rentre chez toi quoi.
Rentre chez toi, ça sert à rien de rester. Mais c'est vrai que il y a des cours, j'ai pas trop suivi. Et du coup, pas de problème d'insomnie quand t'es nageur. Non, ah non, non, tu dors très bien. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. C'est vrai que c'est de la bonne fatigue. C'est vraiment de la bonne fatigue. Moi, j'avais un autre souci, c'est que j'ai jamais trop dormi une heure décente. Mais ça, c'est un autre problème. Ça vient de moi. Ça vient pas de la natation en général. C'était quelque chose parce que t'arrivais pas à dormir ou parce que t'aimais pas aller te coucher ou... Je pense que j'arrivais pas à mettre le cerveau sur off. Et comme c'était un truc qui était ultra stressant, ultra prenant toute la journée, j'avais besoin d'un sas de décompression un peu. Et ce sas de décompression, pour moi, c'était en soirée. Ça pouvait être film, littérature, musique et beaucoup jeux vidéo. Beaucoup jeux vidéo. Et malheureusement, le jeu vidéo, ça excite quand même le cerveau. Et donc, je pense que ça m'a poussé à me coucher un peu plus tard que prévu à chaque fois. Mais même sans les jeux vidéo, j'avais beaucoup de mal à me coucher avant. Je pense 2-3 heures du matin. Parce que t'appréhendais le coucher parce que t'allais faire que penser ou... Ouais, il y a un petit peu de ça. Tu sais le truc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent de la même façon, quoi. Ouais, mais moi, je suis un gros je supporte insomniaque. pas me retourner dans mon lit. Il faut que je fasse un truc en fait. J'aime pas m'ennuyer. Mais du coup, t'étais pas complètement mort? Si. Donc ça a tenu quelques années, si tu veux. Et au fil des ans, ça s'est dégradé, un peu étiolé. Et ça a été très très difficile à tenir. Sachant que en plus, à côté de ça, pareil, je vais pas m'apesantir là-dessus, mais ça s'est mal passé on va dire 2010 à 2013 à Nice avec mon entraîneur, qui était assez tyrannique pour être politiquement correct. Je sais que tu veux pas t'épancher là-dessus, mais je voulais quand même... Ouais, si tu on veux, peut en parler un peu, ouais, parce que ça m'intéressait. Ça avait l'air en effet très très dur, cet entraînement. Ouais. Oui, alors c'est pas l'entraînement qui est dur, parce que tous les entraînements sont durs. Ça arrive dans un couple, si tu veux, entraîneur-entraîné, ou dans le groupe, que ça pète parfois, c'est évident. Parce qu'on est mis sous pression en permanence, on est à la recherche de la performance au quotidien. Mais non, ce qui a été dur, c'était sa personnalité à lui, qui était assez, j'ai dit tyrannique, ouais. Si tu veux, c'était ce qu'on rapproche aujourd'hui le plus de un pervers narcissique, quoi. Ce genre de mec-là. C'est-à-dire qu'on avait peur pendant des années d'aller lui demander le lendemain à quelle heure serait l'entraînement, quoi. Donc on pouvait rien prévoir sur le jour suivant, sur les week-ends. On était terrifiés, on se faisait traiter de sous-merde, ce genre de trucs-là, quoi. Donc c'est vrai. Et si tu veux, pendant des années, j'ai pas souhaité me prononcer là-dessus dans les médias, parce que c'est déjà suffisamment difficile à gérer pour moi tout seul, voilà, j'avais pas envie que le monde entier sache. Tu sais, quand t'es gamin en plus, tu vois, enfin, j'avais pas envie que les gens se disent putain, il se fait traiter de sous-merde, machin, tu vois, un truc un peu idiot, parce qu'au final, ça m'aurait servi. Et quand je le regarde avec un petit peu de recul, je me dis j'ai été idiot, j'aurais dû tout dire, parce que les gens du coup ont pas compris. Notamment la raison pour laquelle je suis parti. Quand t'es parti avec Bob Bowman, les gens se sont dit ah ça y est, champion olympique, il fait son caprice, etc. Alors que pas du tout. Pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Et comment tu le gérais du coup, vu que t'en parlais pas? Eh ben, je l'ai géré mal, avec moi et moi seul, et de temps en temps avec ma famille, que je voulais pas trop inquiéter non plus. Mais j'ai eu la bêtise de le gérer de façon assez lacunaire, on va dire. Et assez mal, et j'en dormais pas la nuit, et donc ça a été très compliqué. C'est pour ça que, si tu veux, sur ces dernières années de carrière, ça a été très très compliqué à gérer, et à peine maintenant, je commence à m'occuper de ces phases où je suis un peu, tu vois, un peu déprimé, etc., où ça a été très difficile pour moi, quoi. Vraiment, vraiment. Ah, tu commences à y repenser, ça, à revenir sur ces moments-là? Pas à revenir, mais à m'en occuper. Parce que je sais que si je suis un peu dépressif de temps en temps, etc., c'est à cause de ça, vraiment. C'est à cause de cette période-là, et parce que je m'en suis pas chargé sur le moment. Mais voilà, après, il y a eu là, je te parle de l'aspect négatif, mais il y a eu des très très bons côtés à Nice, et même avec cet entraîneur-là. Mais tu penses que ces aspects négatifs n'étaient pas nécessaires complètement pour devenir à la tête que tu es devenu, ouais? Absolument pas. Absolument pas nécessaire. Et je vais même te dire un truc, aujourd'hui, et c'est pour ça que là, on m'a proposé plusieurs fois, quand je me suis arrêté, si je voulais écrire un livre. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire
comme tout le monde, tu sais, j'arrête, j'écris un livre, tu sais, People, qui balance sur ci, qui balance sur ça. Et le problème, c'est que j'essaie encore de trouver l'angle qui va permettre aux gamins qui liront ce bouquin de se dire, ouais, tel écueil, faut surtout pas que je tombe dessus, tu vois. Et en même temps qu'il soit pas uniquement dans le ressentiment, dans l'invective, tu vois, parce que c'est pas le but non plus. Et tu vois, là, je t'en parle avec un certain détachement et je suis assez objectif sur la façon dont ça s'est passé. Et cet entraîneur, malgré tout, même si je vis ça aujourd'hui de façon terrible, je lui dois aussi des titres de champion olympique. Hein. Mais parce que ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça s'applique pas qu'au monde du sport, c'est que c'est quelque chose qui revient souvent dans le monde du travail, où tu as l'impression où il y a des gens qui se comportent d'une manière qui est pas saine avec toi, mais en même temps que tu as l'impression que c'est lié à ton succès. Tu sais, il y a le film notamment Whiplash, tu l'as vu ou pas? Ah ben écoute, j'ai regardé ce film, je te jure que c'est vrai. J'ai regardé ce film et à la fin, j'étais en larmes. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Exactement ce que j'ai vécu. Mais trait pour trait, vraiment, hein, ce genre de pression malsaine et en même temps, le type te persuade, si tu veux, que tu ne seras bon et tu seras le meilleur qu'avec lui. Et donc tu deviens très fort, tu deviens le meilleur. Bob Bowman m'a raconté un jour qu'en fait, si Michael Phelps s'est pas aligné sur le 200 mètres en 2012, c'est parce qu'il savait que j'allais gagner. C'est un truc de dingue d'en arriver là quand même. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai, c'est un truc de dingue. Et même pour moi, j'étais là, je me disais, mais attends, tu te rends compte, c'est le plus grand athlète de tous les temps qui s'aligne pas sur un truc parce qu'il sait que tu vas le fracasser, quoi. C'est n'importe quoi. Donc, si tu veux, t'en arrives là. Et c'est vrai que sportivement, on arrachait tout le monde. À chaque fois qu'on arrivait dans une compétition, on était tellement certain, tellement sûr de nous, etc. Mais t'as cette contrepartie-là, c'est qu'en fait, quand tu pousses les gens avec un management de la terreur un peu comme ça, tu les pousses. Ils vont performer pendant un moment, mais pas un long moment. Pas longtemps, et je pense pas autant et pas aussi bien que ce qu'ils pourraient performer si tu avais été quelqu'un de très positif. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'en France, on est un peu fasciné, on est un peu des chantres de cette forme de management-là. Quand je vois, par exemple, un mec comme Philippe Lucas, que je respecte à côté, et qui est un mec qui, humainement, était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pédagogue, etc. que mon ancien entraîneur Fabrice Pellerin, donc à Nice. Quand je le voyais à la télé gueuler sur Laure Manodou et la traiter de tous les noms, et que tout le monde applaudissait en disant oh, bravo, bravo, quel grand entraîneur, je me disais mais non. À quel moment est-ce que c'est bénéfique d'avoir ce type de relation? D'ailleurs, elle a pété une durite derrière, quoi, en disant attends, j'ai plus envie de vivre ça suffit, quoi. Ça suffit, ce genre de, tu t'adresses pas à une, et il y a un peu ce truc-là, si tu veux. J'ai grandi avec cet entraîneur-là aussi, de mes 14 ans à mes 20 et quelques années. Et c'est vrai que quand t'as 20 et quelques balais, bah, tu t'adresses pas à une personne de la même façon que quand elle a 14 ans, quoi. Et il y a eu ce manque d'évolution-là aussi qui a été compliqué. Donc ouais, je pense que ça soit dans le domaine de l'entreprise, dans la société en général, c'est jamais bénéfique d'être un tyran, de terroriser les gens, même si c'est entre guillemets pour la bonne cause, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et pour qu'on ait des résultats, quoi. Ça ne marche jamais à long terme, jamais. Et puis il y a le karma aussi. C'est un truc auquel je suis pas particulièrement ésotériste ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que le karma, c'est un truc qui fonctionne d'autant plus qu'aujourd'hui on est connecté en permanence. Tu fais un truc, ça se sait dans 2 minutes à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce que tu entends par le karma? Bah, quand tu fais un truc qui est pas, comment dire, qui est pas positif, ça risque de te retomber un peu dessus. C'est un peu un genre de politique du burn-out, quoi. Ouais, mais oui, et ça a été le cas. Et si tu veux, en fait, ce qui s'est passé et que j'ai jamais eu l'occasion de raconter, c'est pour ça que maintenant je m'en fous. Quand je suis parti aux États-Unis, je me suis dit chouette, j'ai une seconde chance de vivre le sport autrement que la façon dont je l'ai vécu, qui était très stakhanoviste, qui était sympa au demeurant. Je dis pas que c'était complètement négatif, parce qu'on a vraiment vécu des super moments. Et puis Nice, malgré tout, reste ma ville. Je me sens niçois. Je me sens ni moi ni soi. Enfin, je dis nimsois en général, mais c'est vrai que j'ai du mal à choisir entre les deux. Mais j'ai grandi, j'ai passé une trop bonne partie de ma vie à Nice pour l'oublier. Mais bref, je sais plus où j'en étais. Ouais, donc quand je suis parti aux États-Unis, je me suis dit j'ai une seconde chance.
une dernière chance de profiter du sport autrement que la manière dont je l'avais fait jusque-là, à l'américaine. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivé dans le bassin. Et là, tous les mecs te gueulent dessus. Ah, come on, you can do it, man, come on, come on. Et j'étais là, oui, les gars, c'est bon, je vais le faire, l'entraînement. Tu vois, les mecs, ils étaient surexcités, tu vois, à chaque entraînement. Et t'as un truc de dire, mais attends, mais c'est génial. On avait dans le bassin, on devait avoir 27 médailles d'or olympiques, je crois. Donc, c'est vrai que quand tu plonges, tu t'économises pas, tu t'économises jamais. À quel moment tu vas te dire, ah non, je vais y aller tranquille là aujourd'hui, tu vois. Et si tu veux, en fait, j'ai fait des entraînements comme jamais j'ai fait de ma vie, quoi. Et parallèlement à ça, je dormais toujours pas, évidemment. Et si tu veux, ces deux trucs couplés ensemble ont fait qu'il y a un moment donné, début 2014, je l'ai senti, je me suis levé le matin. Et c'est comme si, tu sais, tu as ton niveau d'énergie qui était à 100%, ben, il a baissé. Et maintenant, le plafond, c'est 70. Quoi. Tu l'as constaté un jour précis. Ah ouais, je te jure que c'est vrai. Il y a un jour, je me suis foutu dans l'eau, je plonge, et là, je pouvais pas aller au-delà d'un certain seuil, quoi. Enfin, au-delà d'un certain plafond. J'y arrivais pas, quoi. Et j'y suis plus jamais arrivé, d'ailleurs, derrière. Et il y avait eu des signes de ça, tu dirais? T'as senti, est-ce que tu as senti qu'à un moment, non, tu t'es pas, ça a été la surprise, quoi? Non, ouais, ça a été la surprise. Je l'ai pas senti parce que en natation, on a ce truc de l'effort et de la fatigue extrême. Et si tu veux, c'est pas non plus totalement la faute des entraîneurs, des préparateurs physiques, etc. Parce qu'on joue avec ça en natation. C'est-à-dire que pendant des années, j'étais à Nice et tu descends des paliers de fatigue et à chaque fois tu dis mais c'est pas possible d'être plus fatigué que ça dans ma vie, là je suis au bout de ma vie. Et en fait tu te rends compte le lendemain que si, en fait il y a encore un palier en dessous. Et tu descends dans les limbes, tu sais, c'est Inception, tu vois, tu te retrouves à la fin avec la petite boîte, avec la toupie et tout, quoi. Mais et au final, si tu veux, on jouait avec ça. On jouait avec ça et le but c'est d'être assez fatigué pour arriver proche de la compétition et avoir 2-3 semaines où tu baisses le kilométrage et donc ton énergie remonte et tu arrives en pleine bourre au moment de la compétition, si tu veux. Donc c'est vrai que j'y faisais pas attention et j'ai dépensé, c'était une débauche d'énergie. C'est vrai que pendant des années, ça a été une débauche d'énergie. J'y faisais pas gaffe. Et ça m'est arrivé, ça m'a vraiment mis un coup sur la tronche. J'ai pas compris ce qui s'est passé sur le moment, si tu veux. Et j'ai essayé de faire avec, quoi, en me disant, bon, bah, là, ça va être compliqué, tu vois. Et donc après, il s'est passé ce qui s'est passé à la fin de l'année. Donc j'ai fait une médaille de bronze, je crois, au championnat d'Europe à Berlin. Et derrière, j'ai décidé d'être pragmatique et de dire, bon, bah, écoute, Bob, humainement, ça a été une des plus belles aventures de toute ma vie, voire la plus belle. C'était le groupe d'entraînement avec lequel j'ai pris le plus gros kiff, je pense. Mais sportivement, ça allait pas. Ça allait pas parce que pour plein d'autres raisons un peu plus techniques, mais on s'en fout. Non, vous aviez des méthodes d'entraînement plus dures, ça, parce que tu voulais, ce que j'ai lu. C'était plus, comment dire. J'ai été dirigé pendant toute ma vie à Nice. Tout était, si tu veux, minutieusement organisé par mon entraîneur de Nice. Et je suis arrivé dans un endroit où c'était très à l'américaine, très libéral, c'est-à-dire, bah, en fait, tu te démerdes, tu prends soin de toi, quoi. Et les moments où moi j'ai dit stop, où je disais genre non, je veux pas y aller, je suis malade, je peux plus me lever, j'y arrive pas, ou là j'ai une blessure, je peux pas nager, etc. On me remettait à l'eau en m'engueulant, en me disant mais allez, vas-y, machin. Et c'est vrai que si tu veux, je me disais bon bah voilà, j'avais ce truc de Nice où à chaque fois que je gueulais, mon entraîneur me disait bah rentre chez toi à Nîmes. Et moi je me disais mais attends, mais à Nîmes il y a rien qui m'attend, donc bon ben je reviens la queue entre les jambes et puis. C'est ça qu'il te disait. Ouais, complètement. Oh, il me le disait de façon un peu plus virulente. Mais ouais, il me balançait ce genre de truc. Il me dit, si t'es pas content, tu rentres à Nîmes, quoi. Et donc, si tu veux, j'avais toujours ce truc en me disant, mais attends, là, je suis de l'autre côté de l'Atlantique, quand j'étais aux États-Unis. Et quand ces mecs gueulaient, mais parce que simplement, ils voulaient que je me donne au maximum, etc. Bah, je me disais, bah ouais, attends, j'ai quand même pas de légitimité à dire non, tu vois, ce qui est une bêtise. Et je me le suis dit trop de fois dans ma vie, ça, d'ailleurs. Quoi donc que j'étais pas forcément légitime. Et si tu veux, donc même quand t'es champion olympique, même quand t'es champion olympique, tu vois, mais parce que je sais pas, c'est à mi-chemin entre, je sais plus à qui je racontais ça, j'en ai parlé récemment d'ailleurs. C'est à mi-chemin entre la bêtise et l'humilité, tu vois. C'est à mi-chemin entre les deux, tu vois. Mais c'est vrai que, notamment sur la dernière année, là, cette année olympique, il y a eu, si tu veux, des gens, des jeunes, notamment celui d'ailleurs qui a balancé des trucs à Rio,
voilà, comme quoi je les avais abandonnés, etc. Ce sont des jeunes qui attendaient en fait que je les prenne sous ma houlette et que je leur prodigue des conseils, etc. en qualité de champion olympique. Et j'étais tellement mal à ce moment-là, tellement dans la déprime et tellement, si tu veux, sportivement, pas à 100% de mes moyens, que je faisais les mêmes temps qu'eux, donc, à ce moment-là, que je me disais, mais de quel droit, en faisant les mêmes temps que ces gens-là, je vais leur dire, allez fiston, viens, je vais te montrer comment on nage, etc. Et donc, si tu veux, bon, c'est des moments où, voilà, ça n'a pas été simple, mais avec le recul, je me dis que c'était une bonne chose, voilà, d'aller jusqu'à Rio, de finir ce cycle-là et de passer à autre chose derrière. Tu penses que les athlètes qui durent super longtemps, style Phelps ou ce genre de personnes, ont un entraînement justement qui est plus positif ou qui est oui, complètement. On gère l'athlète sur le long terme, c'est ça? On y pense dès le début? Oui, totalement. Ça veut pas dire que ça pète pas à l'entraînement, hein. Attention, avec Bob Bowman, c'était électrique, hein. Mais moi, ça s'engueulait aussi avec lui. Mais je peux te dire que moi, il a gaspillé quelques cafés Starbucks, hein. Ah ouais, je peux te dire qu'il les a jetés. Mais je me souviens même d'une fois où je sors de l'eau parce que je lui dis, écoute, Bob, je peux plus. Là, j'ai mal à l'épaule, je n'arrive plus à bouger l'épaule, tout ça. Et en fait, j'étais énervé, quoi. Je me dis, attends, je vais pas continuer à nager, etc. Et donc, je le vois et il réagit pas, tu sais, stoïque. Et puis d'un seul coup, il jette son café par terre en disant, fuck, machin, ça. Il se barre. Mais il se barre de l'entraînement. Mais pour tous les autres, tu vois, on était un groupe de 15-20 personnes, tu vois. J'ai dit, ah merde, putain, il s'est barré, quoi. Il est parti. Et derrière, le soir même ou le lendemain, je reçois un texto en disant, écoute, désolé j'ai réagi comme ça, c'était un peu, voilà. C'est-à-dire que chez lui aussi, il y a une exigence, mais gigantesque. Complètement. Mais par contre, c'est des mecs comme Michael ou Bob sont des gens qui s'arrogent aussi le droit d'avoir, quand ils se sentent pas très bien, quand ils le sentent plus, ils se disent, bon ben voilà, je vais me prendre 3 jours ci, une semaine là, je vais partir pendant 1 mois. Je te dis pas qu'ils le font juste avant les grosses échéances, mais ils se prennent ce droit-là, ce truc-là. Même si c'est parfois, il continue peut-être un peu à nager, tu vois, Michael, il va faire 1 kilomètre, 500 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres, peu importe. Mais il part, quoi. Il part parce qu'il a besoin de décompresser et tout. Et c'est un truc que j'ai pas fait. C'est un truc que j'ai absolument pas fait. Nous, c'était l'inverse, si tu veux. Il fallait pas qu'on s'arrête plus d'1 semaine et on pouvait pas s'entraîner de notre côté, etc. Enfin, c'était trop compliqué, quoi. C'est quoi le plus longtemps que tu te sois arrêté de nager pendant cette période? Pendant toute ma carrière, je crois que le maximum, ça a été un an et demi. Lapsus. 1 mois et demi. Et c'était entre 2015 et 2016. Parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Il y a eu d'autres raisons. Là, on est dans le dur du sujet, là, dans les sujets costauds, tu sais, de fin de carrière. Et en fait, il y a eu le décès de Camille Muffat, qui est vraiment quelqu'un que je considérais comme ma sœur, ma grande sœur. Et ça a été très difficile pour moi. Autant au début, sur les premières semaines, je me suis dit, bon, allez, il faut tenir, etc. Et en fait, t'as le coup derrière la tête, quelques mois après, où tu peux pas t'empêcher de te dire un peu égoïstement, mais putain, mais si ça avait été moi à sa place, quoi. Parce qu'en fait, c'est une partie de moi qui est partie, vraiment. C'est une partie de moi qui n'est plus là, quoi. C'était la seule personne qui avait vécu en très très bien comme en très très mauvais tous les moments de vie, quoi, qu'on avait pu vivre au bord des bassins, à l'extérieur, etc. Les tournées des médias, les soirées, tout ça. Ouais, vous aviez été champion olympique en même temps. On avait tellement tout partagé tous les deux. Ça a été un déchirement, quoi, total. Et c'est vrai que derrière, je me suis dit, mais wow, qu'est-ce que je vais faire? Si demain il m'arrive la même chose, est-ce que je pourrais dire, bah tiens, j'ai été heureux ces derniers mois, quoi. Donc tu sais, tu as commencé à te dire ça, du coup. Tu commences à cogiter là-dessus, etc. En même temps, bon, j'ai eu des problèmes personnels, plus personnels, et je suis tombé malade. Et donc je me suis dit, bon bah là, ça doit être le bon moment, tu vois. C'était en 2015. Je me suis dit, bon, bah, allez, je stoppe. Je fais pas les championnats du monde et je reviens aussi bien que possible pour les Jeux en 2016, donc la saison 2015-2016. Et ça, je veux dire, le niveau d'énergie a jamais remonté, quoi. Je pense que c'était trop tard pour le break ou. Ouais. Mais même là encore maintenant, je m'étais dit, bon bah allez, 1 an avant de reprendre les études, avant d'aller à Dauphine, etc. Ça, je vais pouvoir récupérer, etc. Et j'ai moins ces problèmes-là, mais c'est vrai que ces phases un peu de déprime, etc. sont très très compliquées.
très compliqué à gérer. Et il y a que maintenant, en étant totalement, tu vois, libre de mes mouvements, etc., que je peux m'en occuper. Tu fais quoi quand tu es déprimé pour gérer ta déprime? Bonne question. J'essaie de pas y penser, mais en général, c'est très compliqué. Tu sais, putain, c'est podcast, podcast la joie, quoi. Bienvenue sur Nouvelle École. Je veux pas te déprimer, pardon, je suis désolé. Là, c'est que ça m'intéresse. Moi, je déprime aussi plein de fois. Donc, tu vois. Et tu sais, c'est des moments compliqués. Je pense qu'on a tous les mêmes moments où tu es dans ton lit, tu n'arrives pas à sortir de ton lit. Tu as l'impression d'avoir des panneaux de glace autour de ton lit. Et moi, je suis tétanisé, quoi. J'ai vécu des moments sur la fin où j'étais tétanisé. Je n'arrivais plus à aller à l'eau, plus à arriver à l'entraînement, à quoi que ce soit, quoi. Ça, c'est pas un moment, tu vois, qui est décrit dans Whiplash, mais c'est un moment qui arrive aussi. Et je sais que j'ai eu d'autres témoignages de personnes qui l'ont vécu dans d'autres domaines où un mec comme par exemple Avicii, pour être assez qui vient récent, de mourir, qui est mort il y a quelques jours. Il y a un documentaire qui est vraiment d'une tristesse absolue, qui est sorti il y a quelques temps de ça. Je vous conseille de le regarder. Je sais absolument pas. J'irai voir. Mais si vous regardez documentaire Avicii, vous allez voir ce que ce type a enduré. C'est tellement dur. Il y a des moments donnés où t'es pétrifié, t'es tétanisé, tu ne peux plus. Et à ces moments-là, en fait, c'est même plus une violence physique, c'est une violence psychique, quoi. Et ça, en fait, je l'ai trop enduré, si tu veux, sur les derniers moments. Au bout d'un moment, tu dis stop, quoi. Il y a Stromae aussi, je crois, qui a vécu un truc comme ça récemment. Ouais, ça m'étonne pas. Il a pris 3 ans, il a disparu et il vient de commencer un peu à. Ouais. Toi, t'es toujours pas là à un niveau d'énergie 100% comme t'étais. Non. Non, et comme je te disais, là, je suis dans une phase où c'est difficile de donner un nouveau sens à sa vie derrière ça, quoi. Je savais bien que ça allait être éphémère, tout ça. Mais maintenant, il va falloir que je donne des priorités ou qu'en tout cas, je me gère dans un quotidien qui a un peu plus de sens, c'est sûr. Et comment tu... je sais pas exactement comment je voulais poser cette question. Tu peux boire un coup. Allez, dis-moi. T'avais un... Je reprends mes esprits. Il y a un truc que tu disais, que tu es un des dictons que tu aimais bien, qui était la gravité. Et le bonheur des imbéciles. Ouais, je voulais te demander ce que ça voulait dire exactement, en fait. Pourquoi c'était une phrase que tu aimais bien? Parce que je trouve que ça me définit pas mal. En fait, ça veut pas dire que les sujets, que un maximum de sujets ne doivent pas être pris au sérieux. Mais ça veut dire que c'est la manière avec laquelle j'aborde, je crois, en général, la vie. J'aime pas les gens qui prennent les choses avec trop de gravité. Et en l'occurrence, mon quotidien, c'était quand même le sport, tu vois. Et le sport, c'est censé être un jeu, c'est censé être la fête. Et je me moquais un petit peu gentiment avec cette phrase qui m'a paru assez claire quand la première fois que je l'ai lu, d'un peu tout ça, quoi. D'un peu tous ces gens qui prennent les choses très, très au sérieux, avec trop de gravité, quoi, on va dire. À la fin, est-ce que je sais pas comment je peux expliquer ça de façon plus... Non, mais c'est clair. À la fin, est-ce que il y avait plus de gravité que de légèreté dans... Ouais, je pense. Et c'est à ce moment-là que quand tu fais la balance un peu entre les deux, quand tu mets les poids des deux côtés, tu te dis bon, il faut peut-être que je retrouve... parce que je suis pas... comment dire, je suis pas... la notoriété, ce genre de truc-là, c'est très sympa. Je dis pas que je l'ai pas cherché ou qu'en tout cas, j'étais pas au courant quand tout ça est arrivé. Mais vraiment, c'est pas un truc derrière lequel je cours. Et c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Vraiment, ça ne me dit rien. J'aime un seul truc. J'ai un peu une personnalité un peu bizarre. En fait, j'aime bien être reconnu pour des trucs dans lesquels je suis expert. Et si tu veux, pour moi, le fait d'être champion olympique, ça validait le truc de dire bon ben voilà, Yannick, il sait bien nager, tu vois. Niveau sport, il touche 2-3 billes, ça va, quoi. Tu veux dire une notoriété basée sur quelque chose de concret? Même pas une notoriété, mais que ouais, je sais pas. La reconnaissance des pairs ou un truc comme ça? Ouais. En tout cas, une reconnaissance juste pour mon domaine d'expertise, mais qu'après, si tu veux, tout ce système médiatique, etc., qui est sympa au demeurant. Hein. Je me suis régalé à faire le tour des plateaux télé, à découvrir un peu la façon dont ça fonctionnait, l'envers du décor, tout ça, c'est assez cool. Mais c'est pas... voilà. Je cours pas après ça, et au contraire.
Tu sais après quoi tu cours ou pas? Aujourd'hui, ouais, à essayer d'être le plus heureux possible, le maximum. Et je pense que d'être le plus heureux possible, ça passe par donner du sens. Et un des sens principaux de ma vie, qui était aussi un des trucs de la natation, c'était de rendre la vie des gens meilleure, en fait. Parfois de façon indirecte, mais ouais, de rendre la vie des gens meilleure. Alors, il y a beaucoup de domaines dans lesquels tu peux le faire. Euh, la médecine, c'est pas pour moi. Vraiment, non, je suis trop sensible. Il m'est arrivé 2, 3 fois de faire, tu sais, des distributions de cadeaux pour des gamins dans des CHU et tout, les jours de Noël. Et je ressortais livide, quoi. Vraiment, à 2 doigts de vomir et tout. J'étais vraiment pas bien, quoi. Je suis vraiment trop sensible pour ce genre de truc. Mais ouais, il y a plein de domaines. Il y a plein de domaines dans lesquels je peux agir à ma façon en essayant de rendre la vie des gens meilleure. Il y a un truc dont je parle très souvent qui est la politique. Pourquoi pas? J'espère qu'ils sont pas tous pourris là-dedans. En tout cas, si je m'y mets, c'est vraiment pour essayer de rendre la vie des gens meilleure en général, tu vois. Puis j'ai pas un discours très lisse, enfin je pense pas. Ça pourrait être une voie que tu envisages, ça. Ouais, ça pourrait être une voie que j'envisage. Tu vois, il y en a plein. Enfin, franchement, il y en a plein. Après, de le faire avec des fondations, j'ai quelques projets, tu vois. J'ai quelques projets. Là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont prêts à m'aider, il y a un truc que j'aimerais bien monter. En fait, aujourd'hui, tu as 1 personne sur 6 en France qui ne sait pas nager. C'est un chiffre qui est assez hallucinant, mais il y a 1 personne sur 6 qui ne sait pas nager. Ah Et bien évidemment, tu as des concentrations beaucoup plus fortes de ces personnes-là dans les quartiers défavorisés, souvent, et qui sont loin de la mer ou en tout cas de piscine municipale ou quoi que ce soit. Et je me disais, en fait, un truc peut-être qui serait pas con, c'est de prendre des camions, des gros camions, et d'installer à l'arrière des énormes piscines. J'avais vu ça, je sais plus où, d'installer des énormes piscines à l'arrière, et en fait de débaucher. On va embaucher, je sais pas moi, des maîtres nageurs. Moi je viens, etc. On file des maillots aux gamins quand c'est la canicule, quand tout le monde crève de chaud, etc. Et on leur apprend à nager, on leur permet d'éviter d'aller taper des bornes à incendie, etc. Et de profiter de l'eau, quoi, tout simplement. Et je pense qu'il y a plein de trucs à faire, tu vois. Il y a plein de petits projets qu'on pourrait lancer comme ça qui seraient super, tu vois. Et comment ils font les gens qui écoutent s'ils veulent t'aider pour Avec t'aider? une contact directement sur les réseaux sociaux. Je répondrai avec plaisir. Peut-être pas dans la minute parce que je suis assez tête en l'air, mais je réponds. Tu sais que tu dis que ton objectif maintenant c'est d'être heureux. Je veux dire, tu vois comment faire un peu Ouais. à travers ce genre de projet justement ou... Ouais. Mais il y a un truc, c'est que je sais qu'il va me falloir un fil rouge, un nouveau fil rouge. Et la natation et le sport en général, c'est une passion. C'est pas ma passion, c'est pas ma vie, tu vois, en fait. Et quelque part, je me suis peut-être laissé bouffer par ce truc de que ça devienne ma vie et je le voulais pas. Je me suis battu un petit peu contre ça. Et j'ai fait la paix, si tu veux, avec la natation, avec le sport de haut niveau, etc. Mais il n'en reste pas moins que j'ai besoin d'autre chose aujourd'hui. J'ai besoin d'autre chose et que je pense pas que le sport soit mon. Alors le sport est un vecteur formidable d'ailleurs par rapport à ça. Je fais une association d'idées en termes de santé publique, d'éducation, d'inclusion sociale, etc. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de sujets à aborder par le sport. Ouais, d'autant que je trouve que le sport est assez mal traité. Moi, toutes les expériences de sport que j'ai eues, je suis vraiment le pire sportif. Vraiment, genre, moi, je vais courir de temps en temps et j'aime bien courir, mais plutôt pour le côté relaxant, quoi. Ouais. Et j'ai que des souvenirs d'école ou de formation d'EPS, etc. où le sport, c'était pas marrant, quoi. C'est la façon dont on le fait, en fait. C'est la façon dont. Alors là, il y a beaucoup à faire. Au niveau du sport et de l'éducation, il y a beaucoup à faire. Je crois que c'est en Allemagne, si je dis pas de grosses bêtises, que les collégiens ont sport tous les après-midi. À partir de, 3h30, 4h, bim, sport. C'est parti. Nous, on a EPS 2 heures dans la semaine. Sur les 2 heures, tu as 30 minutes
où on va tous marcher jusqu'au stade ou jusqu'à la piscine. Après, tu fais 30 minutes de sport et puis après, il faut 30 minutes, 45 minutes, le temps que tout le monde se change. Puis après, il faut remarcher jusqu'au truc. C'est un bordel incroyable. Et souvent, en fait, les profs de PS, parce que c'est aussi compliqué de gérer tout un tas de gamins surexcités, sont pas forcément très inclus dans un certain projet. Alors que si on rapprochait beaucoup, je pense, de gens, de clubs, des gens formateurs de clubs, etc. Au lieu d'avoir un prof de PS, on allait dire bon bah alors pendant un mois on va faire de la natation avec avec un mec qui a un truc de natation, tu vois. Le mois d'après un prof d'athlé, tu vois. Enfin je sais pas. Il y a des trucs à faire. Plus de sport, je pense déjà. Surtout dans une période où on est quand même un peu cerné par la malbouffe, tu vois, pour en revenir à ce sujet-là. Je pense que c'est pas un mal de faire bouger les gens plus que ça. Et puis ça apprend tellement de choses, le sport. C'est super important. Ça a appris quoi, toi? Sur moi, tout ce que je suis aujourd'hui. Non, mais en termes d'abnégation, quand je parlais d'œil du tigre, de sérieux, d'organisation, de dépassement de soi, tout simplement. Parce que le sport, c'est aussi ça. Et puis de jeu, de fraternité. J'ai regardé, j'ai pas vu un seul sommet de l'ONU ou quoi que ce soit qui a pu réunir les deux Corées. Tu vois, le seul truc qui a pu les réunir, c'était les JO, quoi. Voilà. Et depuis, d'ailleurs, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Mais le sport a ce pouvoir-là. Et le sport, faut pas le dénigrer, parce que le sport, c'est ça. Parce que le sport, c'est ça, vraiment. Est-ce que aussi est-ce que tu dirais que ça t'a fait considérer l'élément plaisir dans les choses que tu fais? Ou pas, par exemple, là, bien sûr, ouais. Totalement. Et je me suis dit, le jour où je prends plus de plaisir, j'arrête. Parce que ça, c'est intéressant, justement. Tu as arrêté, et dans ce que tu disais, j'avais l'impression, justement, qu'au bout d'un moment, tu t'étais dit, OK, là, vraiment, c'est plus marrant, je prends plus de plaisir, du coup, j'arrête. Tu vois. Bah, si tu veux, sur la dernière année, l'année d'avant, ça allait, mais sur la dernière année, tu te dis, bon, bah, t'es à quelques jours des Jeux Olympiques, tu te dis pas, bon, bah là, non, en fait, j'arrête. C'est un peu compliqué. Donc, bien évidemment, j'allais jusqu'au bout du processus, jusqu'au bout de l'échéance. Et après l'échéance, je me suis dit, bon, bah, maintenant, ça y est, il est temps de passer à autre chose, tu vois. Mais là, par exemple, à Dauphine, quand tu as commencé, tu prenais du plaisir? Ouais, complètement. Ouais. Je trouvais ça très enrichissant. Très, très enrichissant. C'est une super université. Je me suis régalé. Vraiment régalé. En plus, c'était en petit groupe, tu sais, pour la plupart c'était des petits TD, des trucs intéressants. Puis j'étais avec des gamins qui fonctionnaient à 3000 à l'heure, quoi. C'était génial. Est-ce que pour les prochains trucs que tu vas essayer, là tu m'as dit que tu allais bientôt essayer autre chose, est-ce que tu l'abordes comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire tu te donnes une longue période d'entraînement un peu pour... Ça dépend quoi. Tu fais référence à quoi quand tu dis ça? Est-ce que tu m'as dit que tu allais faire ensuite là peut-être partir en Chine et tout? Ouais, voilà, apprendre le mandarin. Est-ce que tu vas apprendre le mandarin genre avec un objectif, comme si c'était un peu, t'avais les JO dans un an, quoi Ouais, oui, complètement. Complètement. Je peux pas j'ai du mal. C'est vrai et c'est difficile, hein, parce que la vie, elle est pas comme ça pour l'instant. Enfin, en tout cas, la mienne, elle a changé maintenant. Mais c'est vrai que c'est difficile. J'ai besoin d'un certain cadre aussi. J'ai besoin d'un certain cadre, de certaines contraintes pour être performant, etc. Et alors, j'ai ce truc un peu paradoxal qui est j'ai besoin du cadre, mais en même temps, j'ai tellement été dans un cadre pendant des années que c'est sympa de s'en affranchir un peu aussi. Donc c'est vrai qu'un truc un peu équilibré entre les deux, on va dire, un projet un peu équilibré, c'est sympa. Mais je sens que j'ai beaucoup de choses à donner en tout cas, et enfin j'ai hâte de me mettre à des projets plus intéressants encore et voilà, plus concrets. T'es enthousiaste là pour ce qui vient? Ouais. Attends, la vie est belle, hein. Ouais. La vie est belle, regarde, il fait beau, on est à Paris, on est dans la plus belle ville du monde. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est un truc de dingue. Non, mais on vit des trucs de fou. Et c'est vrai que j'en discutais avec un ami il y a quelques jours. Je crois que quand on a vécu des expériences comme ça, c'est ce qu'on disait au début, c'est difficile de retourner dans un truc un peu routinier. Et j'ai envie de plein d'expériences, quoi. Et peut-être qu'avant de me remettre dans un truc dans un domaine un peu plus plan-plan, j'ai besoin de faire plein d'expériences, quoi. Plein d'expériences de jeune. Alors peut-être que j'en suis pas au point où j'ai pas eu de jeunesse, tu vois, comme beaucoup de sportifs, parce que j'en ai quand même bien profité. Ah ouais? Ouais. T'as fait la fête?
Pas autant que la plupart des jeunes, mais oui, je l'ai fait quand même. C'est vrai que quand les jeunes te disent ah ouais, on est allé à la boîte de Nîmes ou de Nice ou de Paris ou de machin, moi c'était en fin de compétition, on est allé dans un rooftop à Shanghai, voilà. Donc c'est vrai que quand tu partages ton truc, t'as un peu l'impression d'être un gros con, tu sais, un peu hautain, tu vois, en mode écoute, à ce moment-là, moi j'étais à Tokyo, j'étais à New York, j'étais à machin. Mais on a une vie qui est différente. Il y a un mec que j'écoutais il y a pas longtemps, super intéressant, DJ Snake. Qui racontait que tu l'écoutais où il avait je sais plus quelle interview, franchement je sais plus. Okay. Bref, mais c'était je regarde des trucs sur internet, comme tout jeune qui se respecte, et en fait il racontait un truc, il disait que si tu veux, lui il avait une vie où on lui avait enlevé l'épine du pied de se dire qu'est-ce que je vais avoir à bouffer ce soir, tu vois, dans l'assiette, parce qu'il avait suffisamment d'argent pour venir, mais que si tu veux, son mode de vie c'était pas un truc rêvé, ou en tout cas rêvé par les gens qui ne l'ont pas, qui ne le vivent pas. Et en fait, je me sentais un peu dans le même délire, si tu veux. Quand je l'écoutais, je me disais, oui, c'est une vie que j'échangerais pour rien au monde parce que je l'adore, mais elle est différente et elle est pleine de contraintes. Ça veut dire que quand tu es au bout du monde et que tu es en pleine compétition, ou alors quand je me fais remettre ma médaille de la Légion d'honneur, mes parents m'ont caché pendant quelques jours que en fait ma grand-mère avait un cancer en phase terminale, quoi. Voilà, parce que il faut pas. Alors voilà, tu rates des événements, tu rates l'anniversaire de ton frère, de tes parents, tu rates des moments de vie en fait, mais parce que tu as une vie qui est différente. Alors c'est ce choix-là, si tu veux. Tu l'as fait, tu penses l'avoir fait consciemment, ce choix ? Ouais. Je me suis toujours c'est un peu bizarre à dire, mais je me suis toujours senti différent. Je me suis toujours senti différent et je me suis toujours dit que j'allais avoir une vie différente. Toujours, depuis tout gamin. Et c'est pour ça que j'en suis content. Tu vois, sans jouer le truc Calimero en mode maintenant c'est dur, etc. Non, je trouve ça génial. Génial. Avec tout le, tu vois, avec tout le barda, avec toute la hotte du Père Noël, tu vois, les pots de banane, le charbon dans la chaussette, les trucs comme ça, tu vois. Il n'y a pas que des cadeaux, mais je me régale. C'est génial comme vie. C'est génial. Merci beaucoup, Yannick Agnel. Merci à toi d'être venu sur Nouvelle École. C'était un plaisir. Mais énorme plaisir. Du coup, les gens qui veulent t'aider ou qui veulent te suivre, on les envoie sur tes réseaux sociaux, c'est ça ? Ouais, complètement. Bon, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai une page Facebook qui est un peu inactive, mais je suis quand même les messages. Twitter, Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ou si vous avez envie de vous faire une bonne bouffe à Paris, ou alors si vous êtes en Chine et que vous nous écoutez depuis la Chine, depuis Taïwan ou Singapour ou quoi que ce soit, et que vous avez envie de me voir dans les mois à venir. Et de t'aider peut-être à apprendre. Oui, pourquoi pas. Si j'ai besoin d'un partenaire de langue. Tu vas y aller quand ? Bonne question, peut-être à partir de septembre, j'aimerais bien. Bon, là, je te dis ça, là, c'est tout nouveau. Hein. Mais comme je suis un peu girouette en ce moment, tu sais, tu te cherches un peu, voilà. Écoute, c'est le bon moment, quoi. C'est le bon moment. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. _ c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/Nouvelle École Podcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.